Dans le cadre du chapitre sur les politiques économiques européennes, tu as été normalement amené à travailler sur les effets des politiques budgétaires et de la politique monétaire dans le cadre européen. Alors j'insiste bien sur le fait qu'il y a une seule et même politique monétaire qui est contrôlée par la Banque centrale européenne et qui seule est capable d'imprimer de la monnaie fiduciaire. J'entends par monnaie fiduciaire évidemment les monnaies en pièces et en billets que tu as étudiés en première. Concernant les politiques budgétaires, il y en a évidemment plusieurs puisque chaque État mène sa propre politique budgétaire en fonction de sa conjoncture économique. Et donc en fait, dans cette partie sur les politiques européennes, l'idée, ça a été d'essayer de voir comment chacune de ces politiques pouvait, à leur manière, contribuer à créer les conditions de la croissance. Et dans ce cadre-là, tu as parlé effet d'éviction. C'est peut-être le terme qui t'a posé problème et qui t'amène à regarder cette vidéo. Je vais te donner un exemple, voilà, fictif, hein, mais c'est pour que tu aies une image assez large, des politiques, notamment budgétaires. Comme ça nous permettra d'expliquer en quoi consiste cet effet d'éviction. C'est totalement contre-productif, c'est inutile que je te donne une définition. Même moi, je peux te donner 40 définitions différentes. L'idée, c'est que tu saches l'expliquer, notamment si tu veux développer un argumentaire dans une dissertation et pour le bac. Donc si, admettons, la France veut mener une politique budgétaire de relance pour créer donc les conditions de la croissance, ce qu'elle peut faire, c'est augmenter ses dépenses ou baisser ses prélèvements obligatoires, voire faire les deux, hein. L'État n'est pas obligé de faire les deux à la fois, mais en tout cas, l'idée va être d'injecter de la monnaie dans l'économie pour permettre aux ménages de consommer et aux entreprises d'investir. Concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire? Imaginons qu'elle fasse les deux. Elle va augmenter ses dépenses. Donc, par exemple, elle va proposer des subventions. Elle va, de l'autre côté, essayer de diminuer ses prélèvements obligatoires en diminuant les taxes, en diminuant certains impôts. Alors, c'est une frange en particulier de la population, sur toute la population active. Ça, c'est des décisions qui sont politiques. Je ne vais pas sur ce terrain-là. Mais voilà, imaginons que, d'une part, l'État décide de diminuer un impôt et d'augmenter des dépenses, des subventions ou des aides sociales dans un sens général. Le fait d'augmenter d'un côté les dépenses et baisser les prélèvements obligatoires, ça va créer un déficit public, hein. Le déficit, c'est la différence entre les dépenses et les recettes. Si il y a plus de dépenses que de recettes, si les dépenses sont supérieures aux recettes, alors le résultat de cette différence est négatif, auquel cas il y a déficit, sinon il y aurait excédent budgétaire. Ce déficit public, il est problématique pour un État puisqu'il ne pourra pas continuer à financer l'économie. Alors, qu'est-ce qui peut être fait? Et ce qui est fait assez généralement, c'est de demander un financement à une banque ou sur des marchés financiers ou un agent économique, hein, quel qu'il soit, comme des fonds d'investissement par exemple, qui prêteront à l'État pour pouvoir continuer à financer l'économie. Donc, le déficit public qui a été créé par cette politique de relance, permet en fait d'alimenter une dette publique. Donc on va s'endetter pour essayer de combler ce déficit. Bon, ça n'arrête pas la solution, mais disons que dans l'immédiat, ça permet à un État de continuer à se financer. Admettons que pour se financer, l'État ait besoin d'emprunter 100 milliards, par exemple. Cet État peut aller sur un marché des crédits, hein, quel qu'il soit, ou sur un marché financier, pour demander donc 100 milliards. Ce marché fonctionne comme n'importe quel marché, donc il est régi par la loi de l'offre et de la demande. Donc un État, lorsqu'il va demander 100 milliards, il va donc demander. Et donc par rapport à un équilibre d'offre et de demande qui permettrait, disons en moyenne, par exemple, d'avoir des crédits autour de 2%, le fait qu'on ait une demande qui soit plus élevée que l'offre va faire structurellement augmenter les taux d'intérêt. Sur un marché financier, qu'est-ce qui se passe? Un État peut émettre des obligations qui sont des titres de créance et des titres de dette, hein. C'est assez abstrait, mais l'idée, c'est qu'un État qui soit endetté vende une dette sur un marché financier et qu'un fonds d'investissement qui soit en capacité de financement lui achète sa dette, auquel cas c'est comme s'il lui faisait un crédit. Le problème, donc, ce que je te disais, c'est que le taux d'intérêt va augmenter. Il va augmenter puisque la loi de l'offre et de la demande, pardon, nous permet, voilà, d'imaginer comment vont évoluer les taux d'intérêt. Mais c'est ce qui se passe sur un marché financier. Si on imagine qu'un État ait besoin de financement et qu'une grande entreprise aussi ait besoin de financement, alors l'État étant considéré
comme étant plus à même de rembourser un crédit, que le risque de non-remboursement du crédit est moins élevé concernant un État, alors les taux d'intérêt vont être moins élevés. Le taux d'intérêt, c'est le coût du crédit. Si un agent économique, quel qu'il soit, est considéré comme à même de rembourser simplement, ou en tout cas assez facilement, en suivant un contrat qui a été signé entre les deux parties, le crédit qu'il a demandé, alors les taux d'intérêt vont être plus bas. Si le risque est plus élevé, le taux d'intérêt va être plus élevé. Et sur un marché financier, qu'est-ce qui se passe? Si un État demande beaucoup de monnaie, de finances, alors il va accaparer toute l'offre de crédit, va pouvoir profiter de taux d'intérêt bas, et ce qui va structurellement, pour les autres investisseurs, pour les grandes entreprises ou pour des ménages, faire augmenter les taux d'intérêt. Et donc en fait, quand on pense à la politique de relance, qui a pour objectif principal de créer les conditions de la croissance, de permettre aux ménages de consommer, des entreprises d'investir, comme je disais avant, l'effet d'éviction va renvoyer à cette situation-là. Cette situation où, comme l'État accapare une grande partie de l'offre de crédit, alors les crédits qui vont être restés, ou qui vont rester, en tout cas la monnaie qui va être allouée à ces crédits, qui va rester, qui ne va pas être accaparée par l'État, et qui pourrait être accordée à des ménages ou des entreprises, vont voir leur taux d'intérêt augmenter. Ce qui va faire qu'un ménage, par exemple, qui verrait ses aides sociales ou ses subventions augmenter, comme je disais juste avant, les dépenses augmenteraient dans cette politique de relance, et que d'autre part, un impôt diminuerait, ça permettrait à un ménage d'avoir un revenu disponible plus élevé, et donc un meilleur pouvoir d'achat. Imaginons qu'un ménage ait pour projet d'acheter une voiture ou d'acheter un bien immobilier, il pourrait, en voyant son pouvoir d'achat augmenter, en voyant son revenu disponible augmenter, demander un crédit à une banque pour pouvoir financer son projet dont il rêve. Mais le problème, c'est que comme l'État accapare l'offre de crédit et que les taux d'intérêt augmentent par conséquent, les ménages peuvent décider de repousser leur investissement. Donc c'est comme si on essayait de créer un effet de relance et qu'on a un effet boule de neige qui revient, qu'un effet pervers, comme on dit, et qui n'est pas attendu par la politique de relance et qui vient en fait freiner la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. Du coup, alors qu'on pourrait avoir une consommation et un investissement très élevé, on se retrouve certes quand même avec de la croissance, c'est-à-dire que la politique de relance fonctionne en soi, elle permet de créer les conditions de la croissance. Par contre, elle crée de l'inflation. Elle crée de l'inflation, elle peut créer de l'emploi, ça oui, mais en tout cas, elle peut créer de l'inflation. Et concrètement, comment elle va créer de l'inflation? En réalité, comme je disais que l'idée de la politique de relance, c'est d'injecter de la monnaie dans l'économie. Il faut imaginer, alors je te donne un exemple assez abstrait, mais encore une fois, c'est pour que tu comprennes assez facilement, que si on injecte plus de monnaie en circulation, alors un billet quelconque, un billet d'une valeur par exemple de 200 euros, que tu n'auras peut-être pas eu tous les jours dans ton portefeuille et que tu n'as peut-être pas l'habitude de voir ou peut-être jamais vu de ta vie, deviendra de moins en moins rare puisque la monnaie est plus présente dans l'économie. Hein, il y a plus de monnaie qui circule. Si, imaginons, tu regardes peut-être par la fenêtre, si tu as une fenêtre à côté de toi, et si tu vois un arbre, qu'on ait un certain nombre de billets de 200 euros qui pendent à cet arbre. Alors, tu vas me dire, j'exagère un peu. En fait, imagine la situation. Si tu trouves un billet de 200 euros aussi facilement que tu trouves une feuille d'arbre, ou si tu te balades dans la rue en 100 mètres que tu en trouves sur le sol tous les 20 mètres, je ne sais pas, par exemple, imagine-toi que ce billet de 200 euros, tu pourras l'avoir toi dans ton portefeuille, mais qu'une personne sans domicile fixe peut l'avoir aussi. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vaut ce billet de 200 euros par rapport à ce que tu avais en tête avant que je commence cet exemple-là, tu vois? Alors qu'au contraire, si on a moins de monnaie en circulation, c'est-à-dire si on fait tout l'inverse de cette politique de relance, on fait une politique de rigueur, il y aura moins de monnaie en circulation. La monnaie se faisant rare, tout ce qui se fait rare prend de la valeur. C'est-à-dire que si un billet de 50 euros devient tellement rare que waouh, le jour qu'on en a, on se dit waouh, incroyable, j'ai un billet de 50 euros. Alors, il prendra de la valeur
et tu auras l'impression de pouvoir faire énormément de choses. Voilà, alors que si le billet de 200 € tu le trouves tous les 10 mètres, est-ce que tu vas pouvoir continuer à aller à la boulangerie et acheter une baguette de pain à 1 €? Non. C'est-à-dire si on la trouve par terre, la baguette de pain, elle ne vaudra plus rien du tout, du tout. Dans ces cas-là, le prix augmentera, admettons à 1 000 €, d'accord? Voire plus encore. Voilà, c'est pour t'expliquer comment la quantité de monnaie en circulation peut permettre de donner plus ou moins de valeur à une monnaie et donc comment une politique de relance peut contribuer malheureusement à créer de l'inflation. C'est pour ça que tous les États essaient d'alterner entre période de politique de relance et politique de rigueur, tout en évidemment respectant le pacte de stabilité et de croissance, le PSC, que tu as étudié en cours.